Fiora, vous connaissez? Non? C'est normal. C'est une déco pour ceux qui ont la bourse bien remplie, pendant que nous, le petit peuple, on galère à joindre les deux bouts. Ok, on est dégueu, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas aussi avoir de belles choses. Elle était facile, celle-là. Un peu de sérieux, c'est une lampe design. Chaque feuille est éclairée et est gérée par une application qui permet de faire des animations sympas. L'idée est vraiment cool. En revanche, le prix, c'est clairement pas à ma portée. Soit doit falloir faire des concessions. Je lui dis ou pas? Soit on va essayer d'en faire un pour pas cher. Bon, je vais déjà commencer par là, et si ça marche pas, on avisera. Mais moi, je me prive pas, ça c'est dit. Dans la dernière vidéo, l'indice était sous vos yeux. Mais j'avoue, même moi, j'aurais pas su faire le rapprochement. Du coup, j'en ai remis un dans celle-ci, et promis, cette fois-ci, vous pouvez pas passer à côté. Comme on a tous besoin de lumière dans nos vies, il existe différentes sortes de LED. Les plus simples, RGB. Ça fait toutes les couleurs, mais on peut changer qu'une seule à la fois. C'est la version la plus basique dans la famille des LED. Un peu plus sophistiqué, les RGBIC. Cette fois, les rubans à plusieurs segments indépendants avec 3 à 6 LED. Chaque segment peut avoir une couleur unique, c'est vraiment cool et ça permet d'animer le ruban avec des effets stylés. C'est déjà bien, mais on peut faire encore mieux. Et vous aussi en vous abonnant. C'est bon? On peut y aller? Là, on entre dans un autre monde. Les LED adressables. Le must du must. Ici, c'est pas un segment de 3 à 6 LED, mais c'est chaque LED qui sont contrôlables individuellement. Couleur, intensité, vitesse, etc., etc., etc. Bref, ça change vraiment tout. Les animations sont complètement folles. Comme moi, celle-ci aussi était facile. Dans la personnalisation, il n'y a pas mieux. C'est juste parfait pour notre projet. Il existe plusieurs modèles différents. On n'est pas dans qui veut gagner des millions. Je vous donne tout de suite la bonne réponse. WS2812B. Vraiment 8 millions, enfin, un peu de sérieux. C'est un modèle très souvent utilisé dans les die, parce qu'il est simple. Il consomme relativement peu de courant et surtout il est pas cher. Ça on aime bien. Chaque LED gère les 3 couleurs, RGB, rouge, vert, bleu. En les mélangeant avec des intensités plus ou moins fortes, on obtient une palette de plusieurs centaines de couleurs, du rose clair en passant par le vert. Et pour avoir un blanc pur, chaque couleur est à son intensité maximale. Sur la page de commande, c'est le bordel. Il y a beaucoup trop d'infos. On débunk ça. En haut, c'est la couleur du ruban, noir ou blanc. Je vais prendre blanc, ça reflète un peu mieux. Ça, c'est facile. Mais en dessous, ça se complique. Pour chaque case, il y a 3 infos. Là, c'est la longueur du ruban. Ça va de 1 à 5 mètres. Au milieu, c'est le nombre de LED par mètre. Ça commence à 30 et ça monte jusqu'à 144 LED. Ça ressemble à ça. Au plus il y en a, au plus les animations sont fluides et détaillées, mais au plus ça consomme du jus. Le choix dépend surtout du type du projet. Pour nos fleurs, on coupe la poire en 2. Ça sera 60. Et si tu veux pas finir comme elle, mets un like. La dernière donnée, c'est le type d'isolation contre l'humidité. Au plus le chiffre est grand, au plus il est résistant, c'est intéressant pour l'extérieur par exemple. On pourra se passer d'isolation et partir sur l'IP30. Normalement, si tout se passe comme j'ai dans la tête, on va pas faire une plante trop réaliste, donc la belle-mère n'est pas censée l'arroser pendant nos vacances. Bon, si elle le fait quand même, posez-vous les bonnes questions. Je dis ça, je dis rien. C'est fou qu'il y ait autant de marques que de poils de chat sur mon pull. Merci Lolita. En tout cas, celle-ci a des produits de bonne qualité pour un prix tout à fait correct. Surtout sur AliExpress. Si vous êtes attentif, le modèle à 8 millions se termine par B et sur celui-ci, c'est E. C'est simplement un modèle économique, avec des composants en alliage plutôt qu'en or pur. Perso, je vois aucune différence. Donc si en plus c'est moins cher, je prends. Et je suis gentille, tous les liens sont en description. La lumière, on est bon. Mais comme ça tout seul, on sait pas faire grand-chose. Pour animer notre ruban, on doit lui donner des ordres. Bon allez, des instructions plutôt. Avec ça, un microcontrôleur ESP. Pas de panique, on va y aller doucement, sans programmation, sans codage, quelque chose de simple. Et vous allez voir à quel point c'est facile, mais facile. Tout le monde utilise un ESP8266. Et moi, comme j'aime bien faire les choses pas comme tout le monde, ça sera un ESP32. Pour la différence de prix entre les deux, il n'y a pas photo. Bon allez, reviens. Le ESP32 peut se contrôler en Wi-Fi. En Bluetooth, il est puissant, plus de mémoire RAM et consomme moins de courant, surtout quand il est éteint. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les LED restent éclairées alors qu'on a appuyé sur le bouton off? Parce qu'en réalité, les transistors ne coupent pas complètement le courant. Et cette petite fuite est suffisante pour faire briller faiblement les LED. Donc, même éteint, ça continue de consommer un peu de jus. Et comme le rat que je suis, je n'aime pas payer pour rien. Le ESP32 résout le problème avec le Deep Sleep, ou veille profonde. En mode veille profonde, la majorité des composants du microcontrôleur sont éteints ou mis en veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Il permet aussi de faire beaucoup de choses, comme interagir avec des boutons tactiles, connecter des microphones et plein de choses, pour pousser la chose encore plus loin. Bref, s'il faut faire un choix, j'ai choisi ma team.
Ne faites pas la même erreur que moi. La nouvelle génération de processeurs est un peu plus performante, mais elle n'est pas encore prise en charge par tous les logiciels. Vaut mieux partir sur l'avant-dernière génération. C'est important pour la suite. En gros, il faut un contrôleur muni d'une puce. Vroom 32. Je sais que c'est bidon, mais comme ça vous retiendrez. Une chose est sûre, prenez-le par l'eau, parce que vous allez en avoir besoin. J'ai plein d'idées, ça fuse dans mon cerveau. Maintenant qu'on dormira tous moins bêtes, enfin, presque tous, c'est parti! Pour la conception, il y a un outil sympa dans Fusion 360. Forme. Ça permet de réaliser des formes un peu plus organiques que les carrés tout droits et les ronds tout ronds. Enfin, ça c'est ce que je pensais. J'ai beau tout essayer, ça ressemble plus à un vaisseau spatial qu'à une feuille. Ouf, ça a même pas encore commencé que je m'arrache déjà les cheveux. Fusion, c'est cool pour les dessins techniques, mais je savais qu'un jour, je n'aurais pas le choix de passer vers un logiciel qui est beaucoup plus adapté pour des formes organiques. J'ai nommé Blender. Franchement, c'est pas facile à prendre en main quand on débute. Déjà, faut connaître tous les raccourcis par cœur. Et comme je suis un peu bête... Ensuite, on ajoute des arêtes, on déplace les segments, la façon de travailler est totalement différente. Décidément, ce vaisseau spatial me suit partout. Pour ajouter des formes, on ajoute des fonctions qu'on appelle modificateurs. Après quelques galères, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai même eu le luxe de faire 2 versions. Blender, c'est très bien pour les formes organiques. Mais pour la précision, je suis quand même plus à l'aise sur Fusion 360. Bref, tout ça pour revenir au point de départ. Après quelques modifs, voilà à quoi ça devrait ressembler. Je suis trop contente. Pour une fois, j'ai réussi du premier coup. Rassurez-moi, vous avez compris que c'est du sarcasme, hein. La feuille rend comme ça. Le but était de l'imprimer debout. Grâce à ça, la finition est juste magnifique. C'est un point important quand on veut un beau rendu qui réagit bien à la lumière. En la mettant debout, les filaments vont dans ce sens, ce qui donne presque l'impression que ce sont les fibres de la feuille. Jusqu'à présent, la bobine sortait de la boîte, direction l'AMS, basta. Mais en ces temps fort humides, je commence à comprendre l'importance d'un filament sec. Surtout pour des pièces délicates comme ici. Oui, c'est chiant, car c'est plusieurs longues heures d'attente pour réduire le taux d'humidité dans ce petit brol. Mais ça reste moins chiant que de gâcher bêtement autant de matière. Ah, ça me rend malade tout ce filament qui va à la poubelle. J'en attrape des boutons. Et comme les problèmes ne viennent jamais seuls, avec ces deux-là, tout ne s'est pas passé non plus comme prévu. Pour une fois, c'est la faute de personne. Enfin, peut-être du gars qui s'est pris les pieds dans le fil qui alimente la borne et qui a causé la coupure de courant dans le quartier. Forcément, l'imprimante s'est arrêtée. Quand le jus est revenu, un message demande si la pièce adhère toujours au plateau et si on veut reprendre l'impression. Bon, je me doutais bien de ce qui allait arriver, mais pour la science, je voulais quand même tenter le coup. L'impression a repris pile poil où elle s'est arrêtée. Mais maintenant, je me retrouve avec cette ligne dégueulasse entre les deux. Je suis trop deg, parce que j'en ai pas une, mais 2 à recommencer. Bah oui, dans cet état, ça va se voir super fort quand la feuille sera allumée. Bon, au moins vous êtes prévenus. Ouille, mon bras. Besoin de positif. Heureusement, il se passe aussi de bonnes choses avec cette agréable surprise. Les supports se détachent tout seuls. Son petit trône la tient bien en place pendant l'impression et s'enlève super facilement par la suite. Celles-ci sont imprimées avec le filament blanc de chez Sunlu. La gamme Meta réagit super bien à la lumière. Sauf le noir évidemment. Et à ce prix-là, ça fait plaisir. Le rendu est légèrement brillant. Avec le filament bambou, c'est un peu plus mat et on est plus dans les tons blancs cassés. Idem pour les branches, je voulais que le filament aille aussi dans ce sens, pour une belle finition. C'est beaucoup plus propre de cette façon. Bon, on dirait des robinets, mais c'est bien des branches. Oui, oui, oui. Lui, c'est du carbone vert de chez Bamboo. Ce filament est magnifique. L'effet mat, un peu granuleux, la légère variation des teintes et ce rendu naturellement lisse et propre. Le trompe-l'œil est bluffant. Si ça tenait qu'à moi, j'imprimerais tout le temps avec ce filament. Mais vu le prix, on va peut-être se calmer. Voilà. On a fait le tour du propriétaire, et si t'es encore là, abonne-toi parce que maintenant on va mettre les mains dans le cambouis. Ah oui, j'ai oublié de dire, il faut minimum 10 mètres de LED. Non, je rigole, cette fois-ci 2 c'est suffisant, mais je vous conseille d'en prendre un petit peu plus parce que je vous réserve une surprise. À l'intérieur des feuilles, il y a un support prévu pour 13 LED. On doit avoir une diffusion qui fait le tour. Pour avoir cet effet, je dépose le ruban au milieu, si mes calculs sont bons, pile poil sur le 7e LED. Je ramène en douceur le ruban vers la languette, de sorte à ce que le LED du milieu soit perpendiculaire et que les 2 autres sur les côtés soient alignés ensemble. Si c'est bien fait, le reste ça va tout seul. Chaque LED est parfaitement aligné l'un à l'autre et le ruban est dans l'axe de la languette. Pour une fois, la colle du ruban tient super bien.
Ça change de la marque 3M qui est pourtant partout mais qui se décolle après 1 heure. Comme quoi, c'est possible d'avoir enfin de la colle qui colle. Prenez-en de la graine 3M. Le ruban LED est plutôt rigide. J'ai bon espoir que ça tienne dans le temps. En tout cas, c'est solide. On dirait pas comme ça, mais une fois allumé, ça crée une ombre dans cette zone, à cause de l'arrondi du ruban juste ici. J'ai trouvé une astuce pour l'atténuer. 2 petites gouttes de glu, une ici et l'autre là, et je serre délicatement avec la pince à la hauteur des bandes de cuivre. L'idée est d'appuyer légèrement pour que ce morceau du ruban soit le plus possible contre le bord. Un serre-joint sur la pince pour ne pas rester dans cette position pendant 2 heures. Même si c'est de la bonne qualité, il faut y aller délicatement pour ne pas casser le circuit imprimé, ni aller trop fort avec la pince pour que ces petites pièces ne se dessoudent pas. Il y a un sens pour le ruban, c'est indiqué ici par la flèche. L'alimentation vient par là et suit ce chemin. Pareil pour les animations. Elles commencent ici et iront dans ce sens. C'est important de se poser la question maintenant. Est-ce qu'on veut que les animations soient toutes pareilles pour chaque feuille? Donc, dans ce sens, ou alors de manière aléatoire, parfois dans ce sens, parfois dans l'autre. Moi j'ai fait la gourde, comme d'habitude. À la base je voulais que tout soit pareil et finalement j'ai pas pensé au sens. Bref, j'ai un peu de tout. Vous me direz si c'était une bonne idée à la fin de la vidéo. Et voilà, ça vaut vraiment le coup de soigner cette opération. C'est ça qui détermine le résultat final. Comme d'hab, c'est un peu délicat pour la première, le temps de prendre ses repères, tout ça, puis ça va tout seul. Pendant que ça sèche, je m'attaque aux branches. Il y en a 3 posées sur un socle. Je vais relier les LED avec ces fils, le fil rouge et le noir pour l'alimentation et le vert du milieu pour la data, donc les informations qui sont données au LED. Ça démarre avec un morceau qui part du microcontrôleur et de l'alimentation vers la première feuille, une autre qui remonte vers la deuxième, vers la troisième et un dernier qui redescend jusque tout en bas et qui sera raccordé à la prochaine branche et ainsi de suite pour les 2 autres. Donc là je le passe à l'intérieur, je laisse 6-7 cm au-dessus et plus ou moins 10-15 pour la partie qui va être reliée au microcontrôleur. Je repasse un morceau dans l'autre sens et je le ramène vers la partie du haut. Je mets un petit repère pour m'y retrouver quand ce sera le moment de la soudure. Celui-là, c'est celui qui arrive. Celui-là, c'est celui qui repart vers l'autre branche. Super important, déjà mettre le raccord entre les 2 branches, sinon c'est foutu après. Faut recommencer toutes ces soudures. Bah oui. Pour mettre le fil vers la partie du haut, j'entre le câble d'abord par le bas, je le plie et je le repasse dans l'autre sens. Nickel. Comme il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur des branches, bah oui, je peux pas penser à tout. Il faut bien gérer la distance entre les fils. On se laisse un peu de marge pour que ce soit facile à travailler lors de la soudure, mais pas trop non plus, sinon ça rentre pas dedans quand il faudra tout refermer. Vu que je suis tête en l'air, je mets les petits supports blancs au bout de chaque branche. Il se met dans ce sens, c'est-à-dire côté glissaire vers l'extérieur. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer le fil qui traverse toute la pièce et qui sera relié avec la prochaine branche. Tout est en place, on est échauffé pour l'étape suivante. Étamer chaque fil. Je vous réexplique pas, c'était dans la précédente vidéo. Il y a 3 points de soudure. Aux extrémités, c'est l'alimentation, le rouge va sur le voltage, le noir sur la masse, donc de l'autre côté, au milieu ce sera le vert pour la data. Tout est écrit sur le ruban. Le voltage c'est 5 volts, la masse GND, et la data au milieu, DIN, pour la data qui arrive, et l'autre, DO, pour la data qui sort. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus facile à travailler qu'avec le ruban dans les hexalifs. Il n'y a que 3 points de soudure au lieu de 6, du coup, il y a plus d'espace entre eux. Mais ça, c'est en théorie, parce que dans la pratique, vous m'avez fait remarquer que mes soudures sont nulles à chier. Mais je m'améliore petit à petit. Enfin, je crois. J'avais besoin de voir où je me situe. Pour comparer, ça, c'est les miennes, et ça, c'est les autres. Apparemment, j'ai encore du chemin à faire. Au final, je crois qu'on est vraiment une équipe de bras cassés. J'ai écouté vos conseils et j'utilise du fil d'étain alimenté avec du flux. C'est vrai que ça facilite la fusion du métal et ça nettoie les surfaces. Ça assure aussi une meilleure adhérence entre les pièces métalliques. On m'a aussi conseillé de changer de fer, mais tant qu'il fonctionne, je garde celui-ci. Il n'y a pas de secret, la pratique ça aide aussi. Si. Rappelez-vous que le sens des flèches est important. On fait venir le courant par ici et il sort par là. Il n'y a plus qu'à les emboîter ensemble. Les languettes se mettent dans ce sens vers le bas, le passage des câbles vers le côté et la languette s'insère dans le support. La partie la plus cool, on clipse le tout. Quelle belle branche! Le socle s'assemble avec la partie du dessous. Et les branches se mettent aux endroits où il y a les petites boules. Ça c'est mon prototype. Elles ne sont pas dessus. Mais en gros, on met la petite boule de la branche sur celle du socle. Pareil pour celle avec les 2 et l'autre avec les 3. Je pense que vous avez compris le principe, ça devrait aller. Pour le microcontrôleur, on dit sans codage ni programmation. Mais ça va pas s'animer tout seul, il faut quand même lui installer un logiciel pour contrôler les LED. Il en existe quelques-uns super sympas et open source, comme WLED.
Oui, le logo sort tout droit des années 90, mais le logiciel, lui, est récent et souvent mis à jour. En fonction du modèle, je branche l'ESP32 soit avec un micro USB, soit avec un USB-C. Dans tous les cas, il doit y avoir une fonction transfert de données et pas seulement la charge. Dans Google Chrome, je tape Install WLED, j'arrive sur cette page. Je sélectionne une version et je vérifie que je suis sur plein et je clique sur Installer. Ça, c'est le périphérique de l'ESP. Je le sélectionne et installe WLED, aussi simple que ça. Ah, ça marche pas. Sur certains modèles, il y a un petit bouton pour le boot. C'est une sécurité qui permet de dire au microcontrôleur qu'on veut installer un logiciel dedans. Bah oui, juste au cas où on n'a pas fait exprès. Ah zut, j'ai installé un logiciel. Un peu de sérieux. J'appuie dessus et je clique en même temps sur Install. Dès que ce message apparaît, je peux relâcher et l'installation se met en route. Je ne sais pas pourquoi, mais chez moi la dernière version, donc la 0.15, ne fonctionne pas. Du coup, je suis passée sur l'avant-dernière, la 14.4, et là c'est parfait. Et en cliquant sur Visite device, j'arrive directement dans l'application. Comme je le disais précédemment, pour l'instant les nouvelles générations de processeurs LX7 ne sont pas encore pris en charge, seulement les LX6, d'où l'importance de prendre une puce Vroom 32. Sur ce genre de carte, il y a souvent une ou deux rangées de pins de chaque côté. C'est ici qu'on amène les différents fils. L'emplacement est important, car chaque pin a une utilité bien précise. Pour s'aider, on reçoit un lien vers un schéma électronique comme celui-ci. Pas de panique, ça paraît compliqué comme ça, mais en réalité c'est plutôt simple à comprendre. Dans notre cas, on a seulement besoin de 3 emplacements. D'abord, l'alimentation, composée de la tension et de la masse. La masse c'est facile, c'est toujours les lettres GND, pour grande. En plus on a le choix, il y en a une ici, là et là. La carte s'alimente en 3,3 volts. Problème, nos LED, eux, ont besoin de 5 volts. Heureusement, le microcontrôleur peut convertir tout seul les 5 volts en 3,3. Il suffit juste de trouver la pin dédiée. En général, c'est écrit 5V ou VIN. Ah, je le trouve pas. Le 3,3 volts est bien présent, mais je vois pas l'autre. C'est quoi cette arnaque ? D'où l'intérêt d'avoir le schéma sous les yeux. Sur ce modèle, je vois ici que ça porte la référence VCC. Ouf, il est là. Il est souvent à l'opposé du 3,3. C'est bien ça. On a le 3,3 ici et à la même hauteur de l'autre côté, le VCC. On en a déjà 2. Et le dernier, c'est la data. Donc les infos qui seront envoyées au ruban LED. On cherche les emplacements qui portent le nom GPIO. Pareil, il y en a plusieurs, mais ils n'ont pas tous la même fonction. En haut à gauche est indiqué que les verts clairs can be used always et les verts foncés can be used if no other function is used. Vous comprenez pourquoi je double mes vidéos en anglais à l'aide d'une IA? Mais ma voix française est bien réelle, hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je disais, et c'est logique, on peut utiliser n'importe quel GPI au vert. Le numéro 27 a l'air sympa. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais même pas moi-même. Tu vois la différence? Ça va, je l'ai pas mal pris. Les LED ont besoin d'une alimentation. Je ne parle pas de régime, mais de voltage. Ici, c'est du 5 volts. Et comment je le sais? Bah, parce que c'est écrit dans la description du produit et sur le ruban. 5 volts, c'est bien beau, mais c'est pas encore suffisant. Il faut connaître aussi le nombre d'ampères que le ruban a besoin. C'est-à-dire la quantité d'électricité qui doit passer pour permettre d'éclairer chaque LED à sa pleine puissance. Un LED consomme à peu près 60 mA. On a 9 bandes de 13 LED, 117 au total. Ça fait 7020 mA ou 7,7 ampères. À ça, on rajoute toujours une marge de sécurité de plus ou moins 20%. Donc il nous faudra une alimentation de minimum 8 ampères. Dans le commerce, on n'a pas trop le choix. Ça se vend par 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, etc., etc., etc. Avec 10 ampères, on est large. On en trouve sur AliExpress pour une dizaine d'euros. Celle-ci vient d'Amazon, 20 balles, ce qui en fait l'élément le plus cher. Mais je vais me creuser la tête pour le rentabiliser au max. Au bout, ça ressemble à ça. C'est un connecteur mâle DC jack. Ça se relie avec une femelle qui coûte que quelques centimes. La dimension est ici, 5,5 mm à l'extérieur et 2,1 à l'intérieur. Pour la femelle, on prend les mêmes références. C'est bien prévu pour du 5 volts, c'est parfait. La taille des câbles sont en 22 AWG, assez gros pour débiter du jus sans prendre feu. On ne rigole pas avec la sécurité. Cette alimentation, on l'envoie vers le ruban LED et vers le contrôleur. Ça peut se faire via des sucres ou éventuellement les souder ensemble. Bref, chacun sa petite popote. Mais moi, je vais faire avec ce que j'ai sous la main, avec des wagos et des sucres. Tout ce qui importe, c'est de respecter les couleurs. Le rouge avec le rouge et le noir avec le noir. Bon, sur certaines pièces, parfois les fils sont blancs, comme ici. Parfois aussi, ils sont inversés comme sur ces raccords. Je ne sais pas si c'est un complot du constructeur, mais faites bien attention à votre assemblage. Je m'adresse aux débutants. C'est pas une blague. Inverser le voltage et la masse, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en réalité, ça chauffe très vite et si on ne se rend pas compte, je préfère pas imaginer ce qui pourrait se passer. Là, c'est des effets spéciaux pour vous faire peur, mais en réalité, ça se passe comme ça.
En gros, on voit rien. Et tout à coup... Pour vous donner une idée, ça c'est seulement 15 secondes avec les fils inversés. En gros, si ça s'allume pas, c'est jamais bon signe. Bref. Vers le microcontrôleur, le noir se met sur la masse, donc GND, et le rouge sur le voltage, VCC. Il reste le fil vert qui vient du ruban. Lui, il va sur le fameux GPIO 17. C'est un chiffre à retenir car on va en avoir besoin par la suite. Les branches se relient entre elles, d'où l'importance d'avoir mis les repères sur les câbles. La prise jack femelle se glisse en serpentin dans cette partie. Ça sert à bloquer les câbles au cas où on se prend les pieds dans l'alimentation. La plante sera par terre, tout sera cassé, mais le câblage sera sauvé. Ouf. Pour la petite surprise, vu que j'ai encore un peu de puissance en réserve, j'ai rajouté quelques lumières tout autour du vase. C'est un peu de chipotage, mais ça vaut vraiment le coup. Non, regardez pas ça, c'est le bazar. Pour éviter des pertes de puissance en fin de ruban et donc avoir des LED moins lumineux sur cette partie, on peut aussi raccorder la fin du ruban. Comme ça, il envoie du jus au début et à la fin. Et là, on est bon. On clipse le tout et on branche. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Si au premier allumage, il n'y a qu'une feuille qui s'allume, ou si rien ne se passe, c'est normal. Le ruban doit être paramétré dans WLED. Ça se passe dans l'onglet Config et LED Préférences. On descend un peu et ici on vérifie d'abord que c'est le bon modèle de LED, donc WS2812. Sur ce ruban, les couleurs ne sont pas en RGB, mais GBR. Ici on renseigne le nombre total de LED, donc les 117 plus les 9 que j'ai rajoutés sur le vase, ça fait 126. Et ici, c'est la fameuse pin avec la data GPIO numéro 17. Après avoir tout renseigné, l'appli nous avertit qu'il est préférable d'utiliser une alimentation de 5 volts à 8 ampères. C'est ce qu'on a fait, c'est parfait. Pour aller un peu plus loin, ici en dessous, on peut aussi choisir le nombre maximum de milliampères qu'on veut injecter. Théoriquement, on peut aller jusqu'à 8000, mais étonnamment, on voit pas une grande différence avec 2000. Du coup, j'ai laissé comme ça. Encore plus bas, on peut choisir le nombre de milliampères par LED. Pareil, j'ai de meilleurs résultats en diminuant la puissance à 35 et en plus ça consomme moins. On enregistre ici tout en haut. Maintenant, on peut faire mumuse avec tous les effets ici au milieu et jouer avec toutes les palettes de couleurs ici à gauche. Yeah, tout fonctionne, merci Seigneur. Je ne sais même pas quoi vous montrer tellement il y a d'effets sympas. Les palettes de couleurs sont juste magnifiques. Je suis trop contente car c'est exactement ce que j'avais en tête. Pour une première version, ça semble correct. Avec 1,5 kg de filaments tout compris et 25 € de matos sur AliExpress, on est dans le budget. Tous les fichiers sont mis à disposition gratuitement sur MacAward et les liens sont en description si vous voulez le refaire chez vous. Je tiens à remercier tous vos super commentaires, vos soutiens, vos boosts et vos parts de pizza, pour tous ceux qui comprennent. Merci à Egedo, elle était délicieuse. Ça me touche énormément et ça me permet de pouvoir faire des projets super sympas. D'ailleurs, rappelez-vous que j'ai laissé un indice pour la prochaine création. Et si vous l'avez trouvé, mettez-le dans les commentaires. Non, ce n'est pas Jules l'indice. Il voulait vous faire un coucou et dire qu'il ne manque pas de croquettes. Pourtant, il devrait faire régime. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et soyez bénis. À bientôt.